À ce qui paraît, on n'a qu'une vie, hein. Enfin bon, moi, le docteur et puis toute la fine équipe de Dr. Watt, on n'en est pas si sûr, hein. Et puis, c'est pas Einstein qui va me contredire, hein. Bonjour et bienvenue dans Dr. What the Fuck, le podcast qui vous parle de docteur, mais qui ne vous donnera aucune prescription homéopathique. Au sommaire d'aujourd'hui, je vais revenir avec l'équipe habituelle, composée de Sébastien. Bonjour à tous. Sur l'épisode de la semaine, qui s'intitule Apparition à la Villa Diodati, ou, dans la langue de Mary Shelley, The Haunting of Villa Diodati. Oh. Donc c'est l'épisode 8 de la 12e saison, avec le 13e docteur, Jodie Whittaker, si je ne me trompe pas, parce que je dis ça complètement de tête. Si, c'est ça, la doctoresse, la première doctoresse. La première doctoresse. Et donc cet épisode va nous plonger au cœur du mythe de Frankenstein, aux côtés de notre 13e docteur. Et donc, avant de s'intéresser à l'épisode en lui-même, ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait bien de se renseigner un peu sur cette question du mythe. Et même pas forcément que du mythe, parce que en cherchant bien, je suis sûr qu'on peut trouver des exemples bien réels de Dr. Frankenstein. Tout à fait. Alors moi, pour bien comprendre le mythe de Frankenstein, j'ai décidé de commencer par Frankenstein. C'est bien. Frankenstein, oui, la pierre des Francs, comme ça veut dire en germain. Et c'est un vrai endroit. En Germanie. En Germanie, exactement, dans la Hesse, près de Darmstadt. Et c'est un château. Ah, donc il y a un vrai château de Frankenstein avec un mec qui s'appelle Igor qui t'ouvre la porte. Alors, je suis plus sûr que Igor, je crois qu'il a pris sa retraite. Ah, c'est possible. Et je sais même pas s'il y a un Igor dans Dr. Frankenstein. Dans Frankenstein Junior, il y a un Igor. On en reparlera plus tard. Pas de problème. Je pense qu'il y aura des Igor et des Sergei à un moment dans cet épisode. C'est possible. On parle de médecine expérimentale un peu bizarre. On va parler des Russes, ne vous inquiétez pas. Donc, notre château Frankenstein. Le château Frankenstein, c'est un peu un lieu de mystère et de légende. Puisqu'on y trouve notamment dans le jardin une fontaine de jouvence. Ah, comme mais ça. Elle est cassée en ce moment. Ah, pas de bol. Il y a apparemment un trésor caché qui a entraîné une ruée vers l'or un petit peu chaotique vers 1763. Genre, il y a plein de mecs qui sont arrivés dans le jardin, qui se sont creusés Voilà. et tout. Mais qu'on n'a jamais trouvé. Et dans les années 1200 et quelques, on n'est pas très sûr de la date exactement, parce que, on sait que c'est un fait historique, mais la date est un peu floue. On y a tué un dragon. Ah, oui, bah oui. Non, mais c'est vrai que c'est un peu flou parce que les archives ont cramé. Exactement, à cause du dragon. Non, il était mort. Bref, on a même entendu en direct des fantômes dans un show télévisuel américain qui s'appelle Ghost Hunter International et qui s'intéressait aux fantômes du château Frankenstein. C'est dire s'il y a un endroit qui est assez cool. Ouais. Et surtout, c'est là qu'est né Johann Dippel. C'est un peu anticlimatique. Dippel, bon. Voilà. Le 10 août 1673, pour être précis. C'est un peu par hasard s'il est né là, parce que sa famille ne s'est installée au château Frankenstein que depuis 3 ans. Mm-hmm. Pour d'obscures raisons de persécution religieuse, vu que papa est pasteur, en plus d'être directeur d'école, et quelqu'un d'un peu important dans la communauté religieuse protestante. Mm-hmm. Donc papa est directeur d'école, donc le fiston, il va aussi à l'école. Donc, ça veut dire que directeur d'école, il peut se payer un château ? Ça a changé l'éducation nationale. Prêtre et directeur d'école. L'avantage de 1600 et quelques, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles. En fait, c'est assez C'est pas faux. C'est assez prestigieux, quoi, je pense. Il va aller à l'école, le fiston, et il va montrer assez vite qu'il est brillant. Ça arrive. C'est un élève brillant. Malheureusement, l'école va avoir un effet secondaire indésirable. C'est que ça va commencer à lui faire un peu douter de son catéchisme au fur et à mesure où il apprend les choses. Et il va quand même persévérer un petit peu, notre ami, puisqu'il va quand même intégrer la faculté de théologie de Gießen. Oui, mais enfin, à l'époque, théologie, Oui. Ça veut tout dire. Donc, il y a la ville étudiante locale, donc autour de Darmstadt, toujours dans la Hesse. Enfin, c'est près de la Ruhr, quoi, globalement. Tu peux dire des mots, là. L'Allemagne, bof. Voilà, près de la Sauerkraut, à côté de la Kartoffelsalat. En gros, c'est pas très loin de la frontière alsacienne. Mm-hmm. Et donc, notre ami arrive à Gießen, et là, il est
toujours aussi brillant, et c'est à partir de là que les choses vont commencer à mal se passer. Parce que, en fait, tout le monde va se rendre compte qu'il est hyper brillant. Ouais, ça arrive déjà bien. Et donc, tout le monde le kiffe. C'est mieux que dans l'autre sens. Des fois, quand t'es trop brillant, on te jette des pierres. C'est ça. Là, tout le monde le kiffe. Et donc notre ami Johan, il va prendre comme fait acquis que c'est un homme exceptionnel. Tranquille. Voilà. Ça peut pas mal se passer. Donc, en fait, tout au long de sa vie, il va se penser beaucoup plus intelligent que tout le monde. Et en fait, dès qu'il voit un sujet, il se dit, c'est facile, je vais en devenir un expert. Tranquille. J'ai vu une citation, alors qui parlait pas de lui, mais qui parlait de quelqu'un d'autre, et qui disait, si tu lui donnes la recette d'une confiture, il t'écrit un traité. C'était qui, du coup, si c'est pas lui? Sir William Batford, je crois, quelque chose comme ça. Bref. Alors qu'il devait pas être si exceptionnel que ça. Parce que... Non, bah non. En tout cas, il est moins fort que Bonne Maman. Voilà. A priori. Donc, après la fac, il finit sa fac, tout le monde est aux anges, il est trop fort. Là, c'est la fac, hein, donc il va faire un petit Erasmus. Il va à Strasbourg. Ouais, il va pas très loin, quoi, quand même. Non, mais bon, c'est un petit Erasmus. Il va commencer à creuser un peu la philosophie, s'intéresser à la philosophie, mais aussi il va commencer à se mettre aux sciences. D'accord. Hein, à la vraie science, il se met à la chiromancie. Alors la chiromancie, rappelle, c'est les cartes. Non, c'est l'étude des lignes de la main. Ah, c'est très scientifique. beaucoup plus que les cartes. Le problème, c'est qu'à Strasbourg, il va pouvoir y rester que 2 ans. Parce que il a malencontreusement tué un challenger dans un duel. Ça arrive aussi. Ce qui est toujours... Mais le problème, c'est que c'est mal vu quand c'est toi l'étranger. Oui. Et il va retourner à Gießen en tant que professeur et enseignant à la cour du duc local. Il va se retrouver pris dans une controverse dont on raffole dans la confiture, puisqu'à ce moment-là, s'affrontent au sein de l'église luthérienne les orthodoxes et les piétistes. Ah, les piétistes, nouveau joueur. Voilà, alors la différence, c'est que les orthodoxes, ils sont partisans d'un respect strict de la liturgie luthérienne. Ah, donc en plus, c'est des protestants orthodoxes. Exactement. Ouais, c'est pas des orthodoxes de non, l'Est, quoi. Ah non, c'est des luthériens orthodoxes qui disent en gros, avec Luther, on a fait une nouvelle liturgie, il faut la suivre. Et les piétistes qui disent, ce qui est important, c'est la foi et c'est de vivre une bonne vie pour Dieu. Ok. Donc, si on chante pas le bon amen au bon moment, c'est moins grave que de pas tuer des gens. Ce qui se défend, hein, finalement. Bah oui, et notre ami Dippel, lui, il est plutôt pas très chaud pour tous ces catéchismes et tout ça, donc lui, même s'il étudie la théologie, il va pencher naturellement contre les orthodoxes, parce qu'il est pas très fan de la rigidité de la doctrine. Le problème, c'est que en face, les piétistes, ils insistent pour qu'en fait, on règle les problèmes sans acrimonie ni violence. Ouais. Et ça, il sait pas vraiment faire. Il a bien aimé le duel, et il se dit... Voilà, non mais, c'est-à-dire que pour lui, le débat, c'est on s'insulte, je te ramène plus bactère, et c'est comme ça que je kiffe. Parce qu'il est exceptionnel. Exactement, il est exceptionnel, et si on peut plus dire aux gens qui ne sont pas d'accord avec toi, qui sont trop bêtes pour te comprendre... Je veux dire, où va la République? Exactement, c'est un pas de plus vers la cancel culture, j'ai l'impression. Tout à fait. Si on se fie un peu à ce que disent ses contemporains, lui, ce qu'il aime, en fait, c'est la contradiction. Toujours et tout le temps. Okay. C'est au point qu'on n'arrive même plus vraiment à savoir ce qu'il pense. Donc il doit être super, faut l'inviter à dîner, quoi. Parce qu'il est juste contre. Il y a un syndrome, hein, c'est un syndrome psychologique. En fait, le point fixe de sa pensée, c'est qu'il est contre et les autres n'ont rien compris. Ouais, on dirait un peu... Les plus gentils des historiens que j'ai lus disent qu'ils préfèrent l'art de la dispute à la recherche de la vérité. D'autres disent qu'il a passé trop de temps dans son laboratoire, qui lui a échauffé le cerveau. C'est possible aussi, parce qu'à l'époque, il a dû faire un peu d'alchimie. Exactement. C'est à ce moment-là où notre ami Dippel se met à l'alchimie. Et la légende veut qu'un pasteur de Gießen lui ait donné 2 livres, des bouquins, en pensant que lui, qui est si intelligent, il pourra peut-être en faire quelque chose parce que c'était trop compliqué pour lui. Dippel dit ok, Attends, je veux dire... Je veux dire, c'est hyper simple, pas de problème. Et en plus, ça parle de transmutation de métaux en or.
Donc cool. Pour un cerveau aussi bien fait que le sien, la tâche a pas l'air très compliquée hein, en lisant le truc. Donc il va aller voir les riches locaux et il va leur faire des prêts, enfin leur demander des prêts pour que s'acheter une petite propriété, monter un laboratoire et pour se livrer à des expériences qui lui permettront de se faire des couilles en or. Littéralement. Littéralement. Je vais me permettre un petit spoiler. Ça va pas marcher. Ah bon? Ça va pas marcher. Attends, mais t'as pas dit, les bouquins, c'était genre Nicolas Flamel, c'est d'autres alchimistes? Non, c'était pas Nicolas Flamel. J'ai lu. Honnêtement, je me souviens plus. Il y avait un Français et un Allemand, je crois. Mais c'est des alchimistes Oui, c'est des vrais diplômés, quoi. Enfin, oui, c'est tenté qu'on a vraiment des alchimistes diplômés, mais bref, c'est le début de la pensée chimique. Mais le problème, c'est qu'après 8 mois d'expérimentation, il va faire craquer son creuset. Là où il y avait, en fait, le truc, c'est que le creuset, en fait, il reçoit un peu tout le fruit des expérimentations au fur et à mesure. Et donc, en fait, quand il fait ça, il perd 8 mois de boulot, quoi. Oui, c'est comme si tu casses ta poêle à omelette, quoi. Tu peux plus faire des bonnes omelettes. Tu peux jamais la laver. Si tu l'as jamais lavé, c'est ça. Et que jusqu'avant, tu n'avais pas réussi à faire de bonnes omelettes. Mais, en gros, il réduit son boulot à néant. Et les créanciers commencent à se faire un peu pressants. L'or est pas tout à fait là. Notre génie a donc un coup de génie. Il disparaît. C'est pas mal. Il va continuer quand même à explorer un peu l'alchimie, mais il va se détourner un peu de l'or pour aller vers la médecine. Mm-hmm. Bon, quelque chose à sa hauteur quand même. Oui. Il va chercher le remède universel. Parce que ça doit bien exister et que quand on est exceptionnel... Exactement. On va pas calmer des rhumes, hein. On va pas se contenter de trouver un remède à la grippe. On va tout résoudre. Et pour ça, il va utiliser une technique qui est pas tout à fait nouvelle, mais c'est la distillation d'animaux. Alors, pas de panique, on parle pas d'animaux vivants. On parle pas encore d'animaux vivants. Je ferai des petits warnings quand on arrivera à cette période, mais ce sera pas avec lui. On parle globalement d'abats et d'os. Ok. Par exemple, c'est assez fréquent à cette époque-là d'utiliser la distillation de bois de serre comme une source d'ammoniac. Ah, j'ai cru que c'était pour mettre de la bouse après dedans. Non, et l'anthroposophie, je crois, n'est pas encore créée. Non, a priori, n'existe. Donc, on les utilise, en fait, on les distille pour avoir de l'ammoniac. Et notre ami du château Frankenstein va donc créer l'huile de Dipel, principalement formée d'hydrocarbures azotés. Mm-hmm. Donc, c'est un peu du pétrole avec de l'azote, hein. Tranquille. Qui permet donc de soigner tous les maux, selon Dipel. Oui, parce qu'en soi, ça soigne quoi? Il faut voir que depuis, les utilisations de cette huile ont un peu disparu. Hein. Déjà, du temps de Diderot, on se moquait. Elle a quand même été utilisée comme arme chimique pendant la Première Guerre mondiale. Et on s'en est servi un peu longtemps pour empoisonner les puits. Ah oui, donc un remède bien, quoi. Voilà, un remède qui marche bien. C'est parce qu'il n'avait pas assez dilué, je pense. Oui, je pense que c'est ça. En 1704, son père meurt. Mm-hmm. Et là, en fait, son prestige et surtout ses chances de percer dans le milieu académique local diminuent beaucoup. Puisque son père, c'était un appui de poids. Et donc, notre Johann va émigrer vers Berlin. Mm-hmm. Alors, pas pour faire la teuf, hein, mais pour revenir à ses premiers amours. Il va créer un atelier de transmutation en or. Normal. Et il va s'imposer localement, en fait, comme une sorte d'autorité en matière d'alchimie. De toute façon, c'est une autorité, quoi qu'il arrive. Mais auprès du roi Frédéric Ier. Ah oui, quand même. Oui, il est reconnu. On lui demande par exemple d'expertiser un concurrent qui dit voilà, j'ai une méthode pour transmuter les métaux en or. Et il dit non, c'est de la merde. Par contre, sa méthode pour les transformer en argent, ça marche pas mal. Ok. Mais en fait, quand il dit ça, tu te rends compte que quand il dit ah, mais sa méthode pour transformer l'or en argent, ça a l'air pas mal. C'est qu'il commence à mettre un peu d'eau dans son vin. Oui, c'est vrai qu'il est plus en contradiction totale avec tout le monde. Et qui commence à discuter un peu plus volontiers science, entre guillemets, avec de l'ouverture d'esprit et avec d'autres hommes de l'art. Ce qui commence à faire quelque chose de nouveau. Il dira même qu'il a croisé le légendaire Lascaris. Alors Lascaris, c'est une sorte d'alchimiste de légende qui a en fait laissé un peu partout en Europe des bourses
qui contiennent des poudres de transmutation. Ok. C'est-à-dire que très régulièrement, tu as des gens en Europe qui disent « Hey, moi j'ai une bourse avec tout le matériel pour transmuter des métaux en or, et c'est l'Escaris qui me l'a donné. » Ah ouais, donc c'est un prête non facile, quoi. C'est un peu Kaiser Soze, quoi. C'est tout ce qu'on sait de ce monsieur. D'accord. On en déduira ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est dans son laboratoire, en prêtant main forte, enfin plutôt en prêtant un peu de soude, en l'occurrence, qui a été contaminé par ses expériences, à un fabricant de couleurs qui essayait de fabriquer du carmin, que par hasard, comme d'habitude dans beaucoup de découvertes scientifiques, il va fabriquer, enfin le fabricant de couleurs en l'occurrence, va fabriquer du bleu de Prusse. Donc là, on est toujours en 1704. Donc on a une vraie invention qui vient, alors pas directement de lui, mais un peu, puisque c'est lui qui a fourni la soude contaminée. En fait, c'est la contamination de la soude qui fait qu'au lieu d'avoir du rouge, tu as du bleu. Et notre ami, il va se mettre un peu sur la voie de la respectabilité en étudiant à Leiden la médecine, à Leiden aux Pays-Bas, donc avec un des médecins les plus brillants de son temps. Et il va être considéré finalement comme plutôt... un bon médecin, un bon chimiste, mais toujours un connard. Parce qu'en fait, à force de s'engueuler avec les autorités politiques du coin, toujours pour des questions de religion, il va être banni de Suède et de Russie. Il va passer 7 ans de prison au Danemark pour hérésie. Et sa vie va décliner à partir de ce moment-là. Il va finir par sombrer un peu dans l'obscurité et mourir en 1734 dans son lit à côté de son labo. Ok. Donc j'ai cherché un peu la vie de ce bonhomme, qui est le mec le plus connu du château Frankenstein. Et en fait, même si il a comme disséqué des animaux pour apprendre la médecine et pour le bien de ses expérimentations huileuses, les alchimistes étaient aussi connus pour leurs expériences de transfert d'âme. Ce qui marche vachement mieux que le transfert d'or. Voilà. Alors, apparemment, le transfert d'âme, si vous l'essayez chez vous, ça marche avec un tuyau et un entonnoir. Pas de poudre, perlimpinpin. Je sais pas trop. Mais il n'y a rien de concret qui lie notre ami Johann Dippel finalement à son confrère de fiction. À part le nom de Frankenstein. À part le château, quoi, ouais. Voilà. S'il fallait trouver une inspiration un peu plus plausible à notre bon docteur, je pense qu'il faudrait plutôt aller du côté de l'Italie et d'aller du côté de Giovanni Aldani. Alors, il fait des super pâtes. En fait, il faudrait aller du côté de Giovanni Aldani et de son oncle, qui a un nom qui est resté un peu plus dans l'histoire, qui s'appelle Luigi Galvani. Ah, qui a inventé la galvanisation, peut-être. Alors, il n'a pas inventé la galvanisation en soi, puisque la galvanisation, ça vient plus tard, et c'est de la science des matériaux. Lui, il fait plutôt de la biologie, mais ça a été donné en son nom. Donc, Giovanni, il travaille dans le laboratoire de son oncle, et il forme avec... quelques autres étudiants, un petit groupe de recherche qui joue avec des bouteilles de Leyden. Et les bouteilles de Leyden, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de condensateur très primitif. Un condensateur, qu'est-ce que ça fait ? Ça stocke un peu de l'électricité et puis ça le décharge et le renvoie sur les gens qui le touchent. Donc en fait, ça fait des petits chocs électriques quand on touche les bouteilles. Et notamment, Luigi Galvani, il va se rendre célèbre pour son amour des grenouilles. Alors... D'abord, de façon hyper simple, sa première expérience un peu connue, c'est qu'il va prendre un paratonnerre qui va brancher au cadavre d'un batracien. Normal, ça lui est venu dans un rêve, on va dire. C'est ça, par chance, la foudre frappe et l'amphibien convulse. Oui, comme beaucoup de choses quand ils sont frappés par la foudre. Ouais, mais là, il est mort, oui, c'est vrai. Le truc. Et ce que ça ramène, c'est qu'il y a une preuve que l'électricité joue un rôle à un moment dans le mouvement. Et Galvani, lui, va aller un peu plus loin en disant qu'il y a ce qu'on appelle une électricité animale. C'est sa grande théorie. C'est l'électricité animale qui veut que le cerveau produise de l'électricité qui ensuite va activer les muscles via les nerfs. C'est pas mal, en fait, en soi. En soi, c'est pas si loin pas mal, de la vérité, quoi. C'est pas très très loin et surtout, c'est assez dur de bien le montrer ou pas et de voir bien la limite. On est en quelle année, là ? Enfin, vers quelle année ? On est en 1780, 90, par là. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de se débarrasser du paratonnerre, déjà. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va connecter directement le nerf de la grenouille à son muscle en utilisant un arc métallique. Donc, il prend un bout de métal
qui fait en fait une boucle entre le nerf et le muscle. Et là, hop, le muscle s'active. Ah. Et donc, une grenouille vivante là ou morte? Non, c'est une patte quoi. Ah ouais, d'accord. C'est une patte, il coupe, il prend le nerf et il le met contre un bout de métal. Et après, quand il met le bout de métal contre le muscle, hop, la jambe bouge. Ok. Donc il dit, vous voyez, c'est bien la preuve que à l'intérieur de la cuisse, il y a de l'électricité qui se manifeste après sur le muscle. Parce que jusqu'alors, on savait que l'électricité, ça pouvait induire une réponse musculaire. Mhm. C'est la foudre qui tombe sur quelqu'un. Voilà, mais on pensait que c'était un peu à hasard. Comme si on pousse ou si on tape au bon endroit, ça fait un réflexe. Lui dit, non, il y a de l'électricité à l'intérieur. Et regardez, j'arrive à la rediriger vers le muscle pour faire ça. En 1791, on va publier tout ça sous le titre « Commentaires sur les effets de l'électricité sur les mouvements musculaires ». Bon, ok, enfin, on va le faire en latin. Oui, mais bon, c'est plus classe en latin, mais... Ouais, voilà, moi j'ai lu que la traduction. Ah, tu lis pas le latin dans le texte, toi? J'avais pas beaucoup de temps. Et puis après, il faut que je le scande et tout ça, ça devient vite compliqué. En plus, t'invoques des démons comme ça sans faire exprès, après c'est relou. C'est ça. T'as des mecs qui se ressemblent en bas de chez toi, c'est chiant. Rapidement, le livre va faire le tour de l'Europe et provoquer des réactions différentes au sein de la communauté scientifique. Tout d'abord, ça clash un peu avec une autre théorie en vogue à l'époque, celle du magnétisme animal. Oh. Mesmer. Oui, j'ai failli en parler. Qui stipule en fait que l'univers est rempli d'une sorte de fluide universel qui réside en chacun de nous et dont une mauvaise répartition engendre des maladies. Voilà, tout à fait. Moi, je comprends ça comme la force. Je crois que de ce que j'ai compris de Mesmer, c'est un peu ça. Parce qu'en plus, après, il l'utilise pour manipuler des animaux qu'il a entraînés avant. Bon, enfin... Exactement. Donc, en gros, c'est une sorte de force appliquée à la santé. On fait des passes pour rééquilibrer ce fluide dans les gens. C'est lui qui a inventé les rebooteurs, hein, les magnétiseurs. Oui, les magnétiseurs, c'est lui. Et déjà, à l'époque, la France va ordonner en 1784 une commission royale qui va essayer d'y voir clair un peu dans tout ça. Et, spoiler, qui dit que ça marche pas. Quoi, le magnétisme ou... Oui, le magnétisme. Mais ça ne nous empêchera pas d'en parler sûrement une autre fois, un peu plus en détail, dans la confiture. Et le livre voyage, et il va toucher aussi un autre savant italien, qui s'appelle Alessandro Volta. Ah, lui aussi assez connu. Lui aussi assez connu. Et lui... il est intéressé par les expériences, il les trouve hyper cool, mais il va faire une autre interprétation. Il va dire que si, en fait, on a une réaction, c'est parce qu'en fait, l'arc métallique est composé de deux métaux différents. Mm-hmm. Et quand on met deux métaux différents ensemble, eh ben, ça fait ce qu'il appelle de l'électricité bimétallique. Et que l'électricité viendrait de là, et pas qu'elle est stockée dans le corps humain. Bon, laisse-moi te dire que quand on a un mec qui a une unité électrique qui a son nom, c'est que lui, il a compris une chose ou deux à l'électricité. Hein. Ouais, un petit peu plus que l'autre. Après, électricité bimétallique, c'est quoi? C'est une différence de potentiel? En fait, Volta, c'est le mec qui va inventer la pile. Oui, c'est pas faux. Et c'est tout le principe de la pile. De mettre deux métaux en contact. Bon, Aldini va prendre les choses en main. En fait, son oncle, il est assez réservé. Il est content de faire ses petites manips dans son coin. Aldini, lui, il va prendre sur lui d'endosser d'être le symbole de cette théorie. Et il va donc répondre à la fois de façon littéraire, mais aussi expérimentale. Où là, il va faire une nouvelle manip en reliant le nerf et le muscle uniquement grâce à du mercure. J'aime bien faire avec le mercure, les mecs. Du mercure liquide, hein, donc. Mais... Là encore, problème. Ça marche. Mais Volta dit, oui, mais attention, ton mercure, il n'est pas complètement pur. Un peu relou, Volta, quand même. Et donc, tu as deux métaux. Oui, et donc, électricité. Et ça, c'est un peu dur à trancher. En fait, personne sera vraiment capable de trancher entre les deux explications à l'époque. Parce que les expériences, elles s'enchaînent, elles ont l'air de se contredire un peu. Et en fait, ils arrivent à produire des contractions, par exemple, Aldini et Galvani, en reliant les nerfs de deux jambes entre elles. Et ils voient un faible effet. Donc là, il n'y a plus de métal. Mais de l'autre côté, Volta, lui, il crée une pile. Et donc, on se dit, bon, finalement, c'est peut-être lui qui a raison.
Spoiler, en fait, ils ont un peu tous les deux raison. Ouais. Parce qu'il y a effectivement dans le corps, on produit des très faibles quantités d'électricité, et notamment au niveau du cerveau, et donc ils ont un peu tous les deux raison. En 1798, à la mort de son oncle, Giovanni, il va reprendre la chaire de physique de l'université de Bologne, où était son oncle, et il va continuer à creuser, puis à promouvoir le galvanisme, l'électricité animale. Là, il va passer de batraciens à des animaux à sang chaud. C'est là où, mort. généralement... Non, mort. D'accord. Mort. Et il va notamment montrer qu'il peut avoir des réponses musculaires en stimulant directement le cerveau d'un bœuf. Ok. C'est qu'il commence chaud quand même, avec un bœuf, quoi. Avec une tête de bœuf. Oui, on va. Ouais. Avec une tête de bœuf, et il montre qu'en stimulant certains endroits du cerveau ou d'autres, il va avoir des réactions différentes. Ah, pas mal. Donc on commence à comprendre, il va commencer à dire « Ah mais regardez, le côté droit, ça va plutôt aller à gauche du visage, le côté gauche à droite. » Il commence en fait à poser les bases de la neuroscience. Mmh. Oui, pour faire ça, petite ironie, c'est que pour stimuler, il utilise des piles voltaïques. Ouais, c'est ce que j'allais dire à un moment donné, oui, il va utiliser des piles. Bah ouais, ça marche. Ouais. Il va pas rester là parce qu'en fait, lui, il est persuadé que s'il fait ça, c'est pas juste parce qu'il aime bien faire sourire des animaux morts. Hein. Même si c'est agréable, je veux dire. Même bon. C'est qu'il est persuadé que ce galvanisme peut servir médicalement. Ça peut être un vrai outil médical. Et donc, il faut pas se contenter d'en rester à des bouts d'animaux. Ouais. En janvier et février 1802, avec l'aide de la ville de Bologne, il va passer à l'échelle supérieure. Il va conduire ses expériences sur les cadavres de 3 criminels fraîchement décapités. Écoute. Comme c'est historique et que à l'époque les gestes barrières sont pas encore à la mode, hein, on va faire ça en public. Et il va faire bouger un peu les organes des cadavres. Il va jouer un peu avec le cerveau. Notamment, il va se rendre compte qu'en stimulant le corps calleux du cerveau, donc c'est un peu le pont entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, il est capable de générer des mouvements massifs de la tête Ouais. qu'il associe à l'épilepsie. Ah bah il a pas complètement tort. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais effectivement, le corps calleux peut jouer un peu, amplifier les crises d'épilepsie. Et parfois, on le coupe pour justement diminuer ces crises. C'est pas la source, mais ça joue un rôle. Et il se dit, mais en fait, ça peut vraiment être thérapeutique. Ouais. Donc, on va aller plus loin. Aldini, d'abord, il va être responsable et il va donc d'abord s'appliquer des chocs électriques à lui-même, à la tête, ce qui va le rendre insomniaque pendant plusieurs jours. Oui, bah... Et après, il va avoir accès à un fermier de 27 ans, Luigi Lanzarini, qui est lui plongé dans une grande mélancolie. Ouais. Et étrangement, quand il va faire un traitement aux électrochocs, puisque c'est ça qu'il fait, Ouais. Hein, il lui choque les oreilles, je crois, eh ben, il va se retrouver un peu soigné. Ah ok, donc il invente le traitement aux électrochocs aussi. Exactement. Ok, normal. Et là, c'est la gloire. Et la tournée européenne pour lui. Et hop, première étape, la salpêtrière. Ouais. Là encore, on lui sort un cadavre frais, lui sort ses électrodes, on s'amuse, le public est présent, tout le monde trouve ça stupéfiant. Il va aussi pouvoir faire des électrochocs à certains patients de la pitié. Et il va perfectionner un peu son appareil aussi parce qu'en fait, à la base, les gens ne voulaient pas parce que ça faisait peur. Parce que c'était un truc qui faisait hyper peur, donc il va cacher les piles, machin. Philippe Pinel, qui est le directeur de la salpêtrière alors, et qui est considéré comme le précurseur de la psychiatrie, va lui aussi s'en servir. Ok. Ils ont lancé une mode, quoi. C'est un peu ça, mais une mode qui dure encore. Ah, on utilise encore, je crois qu'on avait arrêté avec les électrochocs. En fait, aujourd'hui, on fait de l'électrostimulation, qui sont des électrochocs en vachement plus cool. Oui, voilà, c'est ça. Mais les électrochocs, on en fait encore, je crois, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant un moment, l'électrochoc, on se disait, bon allez, on pousse un peu sur le truc, et donc ça cramait les cerveaux. Oui, voilà, Maintenant, on est un peu plus raisonnable, mais je crois que ça s'utilise encore pour certains cas de dépression. Ah, ok. En 1803, donc, Londres. Donc là, on va lui trouver George Foster, qui a noyé sa femme et son gosse, et qui vient de se faire pendre. Et devant le collège royal des chirurgiens, Aldini va à nouveau l'animer et le faire convulser. Lui, il devient un peu meilleur, Aldini, il s'est perfectionné.
il peut faire trembler les mâchoires, presque comme si la personne parlait. Il arrive à faire des mouvements si naturels que parfois la foule croit à une résurrection, notamment quand on stimule le rectum du cadavre. Écoute, c'est les récits que j'ai lus. Hein. Écoute, c'est peut-être par là que rentre l'âme. Oui, voilà. Donc la démonstration, elle va être relatée dans le Times et va avoir un impact très fort sur toute la société anglaise de l'époque. On est juste 15 ans avant l'écriture de Frankenstein. Et moi, je pense que ça a eu forcément un impact. Bah oui. Bon, faut pas chercher à réduire l'italien seulement à un savant qui essaye de recréer la vie. Parce qu'en fait, c'est pas tout à fait son genre. Il est pas dans un délire mythologique. Mm-hmm. Lui, il est vraiment pragmatique. Et ce qu'il veut, c'est comprendre comment ça se passe pour pouvoir faire du galvanisme une approche thérapeutique. Mm-hmm. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il va prendre des cadavres morts différemment à chaque fois. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce qu'au début, ils sont décapités. Là, le pendu, au moins, il est entier, quoi. Ils sont décapités. À Paris, c'est une femme qui est morte de suite de maladie, de fièvre. Et donc, là, c'est un pendu. Et il va finir par résumer tout ça dans un essai théorique et expérimental sur le galvanisme, en 1804. Et même si on en est encore qu'au balbutiement, il fait les premiers pas sur le chemin qui va nous mener jusqu'à des thérapies d'électrostimulation. Et par exemple, aujourd'hui, une façon de guérir l'épilepsie, c'est la stimulation du nerf vague par des implants. On envoie des micro-chocs. Alors, c'est plus avec des piles de... Je crois qu'il prend 100 disques de zinc et 100 disques de cuivre qui sont empilés. Non, là, c'est des petits implants. Mais c'est des choses sur lesquelles les chercheurs travaillent encore en ce moment. Ouais, Parkinson aussi. J'avais vu des vidéos sur des électrodes que tu mets dans des cerveaux de gens qui ont Parkinson et qui leur modifient l'humeur juste en tournant un bouton. C'est assez incroyable. Les mecs, ils se mettent à rire pour rien, puis à pleurer juste après. Là en l'occurrence, l'avantage du nerf vague, c'est qu'on peut le prendre dans l'épaule. Oui. C'est parce que là, pour Parkinson, il faut planter des trucs dans le cerveau quand même. Voilà, faites pas ça chez vous, quoi. Voilà, ne faites pas ça chez vous sans l'avis de vos parents. Ouais. Étrangement, il va dévouer la fin de sa carrière à d'autres types de recherches, plutôt utilitaires, sur l'art de se préserver de l'action de la flamme. Ok. Donc il va travailler avec l'amiante, par exemple. Qui marche... Ceci dit, est inifugé. Enfin, est un matériau qui inifuge. Il va travailler aussi sur l'éclairage d'intérieur. Il va refaire l'éclairage de la Scala. Écoute, c'est un homme brillant, lui aussi. Voilà, il a beaucoup de talent. Qui s'est dit, je vais faire autre chose de ma vie maintenant, mais toujours orienté vers servir les gens, faire des trucs pratiques. Bon, il y a d'autres candidats pour l'inspiration de Frankenstein. J'ai trouvé des gens où je me suis dit, eux, ils auraient vraiment pu être sur cette liste s'ils étaient nés un peu plus tôt. Ouais. Parce que leur combat pour ramener la vie chez un mort a été, on va dire, poussé. Mm-hmm. Alors, il y en a un qui m'a fait rire. Il y a Robert Cornish. Parce qu'il s'appelle Cornish Parce qu'il s'appelle Cornish, qui est un médecin américain qui, dans les années 50, se disait que le cœur, ça n'était pas forcément si utile que ça pour faire circuler le sang. Et c'est pour ça qu'il expérimentait sur des animaux, qu'il étouffait, voilà, ne faites pas ça chez vous, c'est horrible, qu'il étouffait et qu'il mettait ensuite sur une balançoire à bascule. Voilà, qui bougeait de haut en bas pour faire circuler le sang. Ouais. Bon, comme on n'est plus au XVIIIe siècle, le UCLA, qui est la faculté où il est employé, le vire. Ouais, pour ses pratiques qui sont absolument pas éthiques. Lui dira qu'il a réussi à ramener à la vie 2 chiens, dont un de façon presque pérenne. Ouais, mais du coup, il doit vivre sur une balançoire, le chien, quoi. C'est pas pratique. Je sais pas, non, lui, il le dit. Hein. Personne n'a vérifié que c'était vrai. Oui. Et donc, il va apprendre de ses erreurs et il va continuer ses expériences dans son garage. Mm-hmm. Mais cette fois, il fait un peu des trucs sur des porcs, mais il décide de passer à l'expérimentation humaine. Ok, tout va bien se passer. Et il cherche un cobaye. Uh-huh. Et il va trouver ce cobaye. Un mec qui dit, ouais, je suis prêt à mourir si tu me ressuscites derrière. Il devait être brillant, lui aussi. Le cobaye, Thomas McMonigle, emprisonné à vie pour avoir tué une fille de 14 ans. Ouais, bon. Et en fait, ça se fera pas parce que l'administration pénitentiaire lui refusera la demande en arguant que c'est pas très éthique. Est-ce qu'il avait peur ? J'ai vu passer il y a pas longtemps qu'il y a un type condamné à mort aux États-Unis qui a fait une crise cardiaque, qui a été cliniquement mort pendant 2 minutes, et puis qu'on a réussi à
ressuscité, Oui. pas ressuscité, mais à ramener à la vie, et qui du coup a fait un appel en disant je suis mort. Donc, c'est exactement ce que j'ai lu, c'est que derrière cette décision, il y a peut-être le fait de qu'est-ce qu'on fait d'un prisonnier ressuscité. Le mec, il est mort. Il a purgé sa peine. Ouais. Il est condamné prison à vie, sa vie s'arrête et après il peut ressortir. Ouais. Donc je sais pas ce que ça a donné là. En l'occurrence là, la nouvelle, ça n'a pas encore été jugé, je crois. d'accord. Et là, c'est en Californie, ils ont dit non, on prend pas le risque. Bon, lui, il est un peu taré, hein, Robert Cornish. Pour moi, le vrai successeur de Galvini, et en fait, la vraie illustration du docteur Frankenstein, il a été diplômé de l'université de médecine de Moscou en 1914. Mm-hmm. Donc, Sergei Brioukonenko, de son petit nom, a la chance donc de finir la fac en 1914, tout juste pour pouvoir aller sur le front au sein de l'armée impériale russe. Mm-hmm. J'ai cru comprendre qu'il allait pas passer une expérience folle. De peu de gens ont beaucoup pendant aimé. la Première Guerre mondiale. Et il va rentrer après la Révolution russe pour travailler dans un grand hôpital de Russie, enfin de l'Union soviétique à ce moment-là. Et lui, il a un problème. Parce que lui, il aimerait étudier de plus près comment fonctionnent les organes. Mm-hmm. Le problème, c'est que quand tu prélèves un organe, il a tendance à s'arrêter de fonctionner. Oui, c'est problématique, mais c'est le cas. Et ça empêche de vraiment bien comprendre comment ça marche. Tout à fait. Et notre ami russe, il va se mettre en quête d'un moyen de maintenir le fonctionnement d'un organe hors de son corps d'origine. Tout va bien se passer. Résultat de 3 ans de boulot, il va le présenter en mai 1925 au 2e congrès des pathologistes russes. Mm-hmm. Et il va utiliser... Alors, on prend 10 minutes de pause pour les gens qui aiment pas trop les expériences sur les animaux. On fera des chapitres pour pouvoir sauter les moments, parce que moi aussi j'ai un moment qui est un petit peu crade. Ok, on fera des chapitres, on s'occupe de vous, n'ayez pas peur. Donc, en utilisant une machine qui simule le fonctionnement du cœur et des poumons, et donc une sorte de machine cœur-poumon, on appelle ça, il va arriver à faire revenir à la vie, enfin une sorte de caricature de vie, la tête d'un chien. Sans le corps. Juste la tête. Voilà. Juste la tête, et dans les années qui viennent, il va perfectionner sa machine pour améliorer la qualité de vie de la tête, qui en fait, on voit qu'il tourne les oreilles quand il entend un bruit, que si on lui met un peu de jus de citron près des lèvres, il va se lécher les babines, que les yeux bougent pour suivre un peu les gens. La vidéo existe sur Internet. C'est une vidéo de 1940 qui s'appelle, je sais plus, Expérimentation sur la réanimation, je crois que ça s'appelle. J'ai été la voir pour que vous n'ayez pas à le faire. C'est très... N'allez pas la voir. Voilà, non, faites pas ce genre de choses. Déjà, les photos, je pense que ça doit être bizarre. Oui, et au départ, ces expériences, elles vont rester cantonnées au milieu scientifique, mais à un moment, elles vont s'ébruiter un peu dans la presse. Enfin, même, lui, c'est pas un secret d'État, ce qu'il fait. Et elles vont devenir célèbres, à la fois en URSS, mais aussi dans le reste du monde, où, au fur et à mesure, ça va s'exagérer. On va se retrouver avec des armées de zombies communistes en préparation. Logique, on en reparlera des zombies communistes. Ou au contraire, des gens qui disent les communistes ont inventé une machine qui permet d'atteindre la vie éternelle. Bon, Brioukonenko, lui, va montrer en 1934 qu'il respecte pas beaucoup plus les volontés des humains que celles des animaux, puisqu'avec l'aide d'un chirurgien, il va récupérer le corps d'un suicidé, un mec qui s'est suicidé par pendaison, et il va le brancher à sa machine 3 heures après sa mort. Donc, la machine va pomper le sang froid du mort, le réchauffer, l'enrichir en oxygène pour le réinjecter dans le corps. Ça prend un peu de temps, mais à un moment, tout le monde se stoppe et entend un pouls. Puis une sorte de raclement de gorge. Oh. Puis les yeux qui s'ouvrent. Oh. Et l'homme qui regarde autour de lui, frappé un peu de stupeur. Ouais. Bon, ça va durer 2 minutes. Il va y avoir un semblant de vie pendant 2 minutes. C'est suffisant pour que tout le monde se dise on arrête. On refait plus ça, c'est bon. On va se contenter des chiens jusqu'à la fin de nos vies.
Ils auraient peut-être pu éviter les chiens aussi. Mais en tout cas, il s'arrête là, de façon un peu plus prosaïque. Plutôt que de parler en fait de Frankenstein, il a quand même créé une machine qui va permettre à la science d'avancer, puisque si elle va jamais vraiment servir à faire revenir les morts à la vie, ou en tout cas pas que je sache, à part pour 2 minutes, elle va au contraire permettre de remplacer temporairement un cœur ou un poumon qui ne marche pas, pour pouvoir intervenir sur ce cœur ou ce poumon. Et c'est pas vraiment un hasard si c'est dans un institut qu'il a dirigé qu'on va avoir la première opération cardiaque sous anesthésie locale. Mmh. Donc, pour moi, c'est un peu c'est une des personnes qui a ramené vraiment à la vie un homme. Ouais. Bon, je sais pas si on peut vraiment dire à la vie, mais voilà. Ouais, c'est ça le problème, parce que un cerveau qui n'est pas alimenté en oxygène pendant plus de 3 ou 4 minutes, il est foutu, quoi, il est cramé. Ah oui, ça ne sert plus à rien. Mais il reste des réflexes, des petits trucs. Bah oui, parce que le corps est une machine qui est bien huilée. Eh ben, on va en parler, parce que, bon, maintenant qu'on sait que c'est pas vraiment possible de ressusciter les gens, pour faire un monstre de Frankenstein, il faut pas seulement ressusciter un truc, il faut aussi l'assembler, parce que le monstre de Frankenstein, c'est une tête qui vient d'un criminel, un bras qui vient d'ailleurs, une jambe d'ailleurs. Donc, il faut parler assemblage de petits bouts de trucs pour créer quelque chose. Donc, greffe et transplantation. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a intéressé, parce qu'on va trouver un certain nombre de docteurs zinzin quand même aussi là-dedans. Et des Russes. Et des Russes. Alors, full spoiler, ça marche, ça. Hein. De nos jours, la transplantation, alors c'est pas... ça se fait pas comme ça, hein, Oui. mais ça se fait. Oui, on se fait pas greffer la tête de quelqu'un d'autre. Pour le plaisir, non, c'est pas une opération de confort, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont sauvés grâce à des transplantations. Et donc, j'ai voulu me demander un petit peu d'où ça venait. Oui. Qui est-ce qui s'est dit la première fois, mais tiens, je vais prendre son bras pour le mettre pour le mettre sur quelqu'un d'autre. Alors d'abord, on va faire un petit peu d'étymologie, transplantation et greffe, enfin pas d'étymologie, de linguistique. C'est pas tout à fait la même chose, une transplantation, une greffe. Une greffe, ça peut venir de la même personne? Non, alors les deux peuvent venir de la même personne. D'accord. À ce moment-là, on parle d'auto-greffe ou d'auto-transplantation. Si tu inverses la main droite et la main gauche. Ouais. Après, les problèmes mécaniques. Hein, mais... Non, mais en fait, il y a transplantation quand on procède à l'anastomose chirurgicale des vaisseaux sanguins de l'autre. Ah bah oui. Voilà, alors anastomose, ça veut dire en fait qu'on les relie, quoi. Et qu'on les soude ou qu'on les coud, enfin bon, qu'on les relie. Et il y a greffe quand il n'y a pas d'opération sur la vascularisation. D'accord. Et qu'on attend que ça se fasse tout seul. Donc greffe de peau, quoi. Par exemple. Alors, donc d'où elle vient l'idée? En fait, l'idée, elle est vieille comme le monde parce que dans la mythologie, par exemple dans la mythologie égyptienne... De tout temps, les hommes ont perdu des bouts. Ouais, alors déjà... non, mais dans la mythologie égyptienne, Osiris, il se fait couper en morceaux par son frangin, Seth. Oui. Et sa femme, Isis, récupère les morceaux, les recoue ensemble et lui redonne la vie. Et d'après Anne Rice, ça fait le premier vampire. Voilà, je savais pas, mais voilà. Alors, tout sauf la tub. Elle ne l'a pas retrouvée. Bon. C'est pas grave, ils avaient déjà un enfant. Bon, sauf que les sources sur Osiris et Isis, c'est un petit peu compliqué à trouver. Le premier document de l'histoire qui parle de greffe, c'est un traité de médecine qui date du 9e siècle avant Jésus-Christ, qui vient d'Inde, qui est attribué à un chirurgien indien qui s'appelle Sushruta. Alors, peut-être que ça se prononce autrement, mais enfin voilà. Oui. Docteur Sushruta. Déjà. Bon, on n'est pas bien sûr qu'il ait vraiment existé, que ce soit pas plutôt un nom générique pour chirurgien à l'époque. Toujours est-il, dans son traité, il parle de la possibilité de réparer les nez amputés des criminels, puisqu'à l'époque, on leur coupe le nez. Criminels. En leur prenant un bout de peau ailleurs, un endroit où ça sert moins, et en leur mettant sur le nez, pour remplacer quoi. La greffe de peau, donc. Ce qui te fait une tête de cul. Si tu le prends sur les fesses, mais t'es pas obligé. On verra que... pas forcément. Le problème, c'est que... on a essayé plus tard dans l'histoire, on verra que, en fait, pas si simple que ça, et autant... T'as quand même intérêt à le prendre à un endroit qui est pas très poilu. Ouais, déjà, il faut le prendre au bon endroit, et puis bon, faut que ça prenne, quoi, tu vois. Et puis, au 9e siècle avant Jésus-Christ... Parce que si t'as une espèce de barbe sur le nez, ça fait très bizarre. Ça doit rendre très bizarre. Non, mais les antiseptiques, tu vois, au 9e siècle avant Jésus-Christ, pas trop, quoi.
Donc on ne sait pas en fait si ça a marché, s'il l'a vraiment fait. Il dit juste c'est possible de le faire, mais bon, on ne sait pas s'il l'a effectivement fait. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, on a la première transplantation selon l'histoire un peu légendaire de la Chine. Donc c'est les Chinois qui ont inventé la transplantation. Bah oui, parce que donc selon cette histoire dont on pourra peut-être un petit peu douter, un médecin chinois aurait échangé, donc au IVe siècle avant Jésus-Christ, les cœurs d'un homme qui avait un chi fort mais une volonté faible avec celui qui avait d'un autre homme qui avait un chi faible mais une volonté forte, histoire de les rebalancer, de leur donner l'équilibre aux deux. Donc il y en a un qui est faible et l'autre qui est fort. Si tu considères que c'est dans le cœur qu'il y a Oui. la force. Ah oui, mais ce qui est important, c'est l'équilibre et c'est pas le niveau général. Ouais, je sais pas trop. Bon, toujours est-il, il aurait fait ça sous anesthésie et ça aurait marché. Bah écoute, Saint-Fursin a bien échangé ses hémorroïdes contre un lézard qui vit dans son ventre. Je veux dire, Je veux dire, il n'y a pas de raison de douter. pourquoi pas? Donc ça serait la première transplantation cardiaque qu'il aurait fait, donc juste avec une anesthésie. Bon, c'est déjà pas mal, il les a endormis. D'ailleurs, du coup, c'est une transplantation ou une greffe d'hémorroïdes? Pour Saint-Fursin, là? Oui. Ben, je ne sais pas. Ça dépend. Bah, il faut avoir les détails, en fait. Oui. Si t'as pas les détails, tu sais pas. Là, on A pourrait... priori, des hémorroïdes, il faut que ce soit vascularisé quand même pour que... Bah, vu que c'est une veine, ouais, vaut mieux. Mais bon, on sait jamais. Des mecs qui font des trucs bizarres. Bon, on peut peut-être douter un petit peu de cette histoire, notamment parce que le médecin en question, il aurait rencontré un dieu qui lui aurait donné des visions rayons X, qui lui permet, ceci dit, de diagnostiquer les gens juste en les regardant. Donc, bon. Ça fait gagner du temps. Oui. Donc on peut douter de ça, ou alors c'était le docteur, le fameux docteur Wu, qui passait par là. Ouais, peut-être. Un autre épisode de Voyage temporel. Voilà. Bon, donc on va la première vraie greffe de l'histoire. Hein. On saute dans le temps, elle a lieu à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ, puisque on la doit à Saint Côme et Saint Damien. Alors Saint Côme et Saint Damien, c'est deux frères jumeaux. Il y en a un qui est chirurgien, Côme, et l'autre qui est pharmacien, Damien. Et ils sont assez réputés, notamment parce qu'ils prennent pas d'argent pour faire la médecine et tout. Ils opèrent dans le sud de la Turquie. Ok. Et d'après l'Église, dont on ne doute On peut jamais, pas douter, oui. non, on ne peut pas douter, pour sauver un patient dont la jambe avait été atteinte de gangrène, il lui aurait coupé la jambe et il l'aurait remplacée par celle d'un Éthiopien qui passait par là. Qui a rien demandé à personne. Mais bon, Merci, bah voilà. merci la Bible. Merci, c'est comme ça. Et donc, ça aurait sauvé le patient. Et vu Bon, que... l'Éthiopien est mort. Oui, bon, écoute... On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Voilà, c'est ça. Mais comme il y a plein de tableaux de la Renaissance qui mettent en scène la dite opération, ça doit être vrai. Je veux dire... Oui, c'est pratiquement une documentation vidéo, quoi. Voilà, c'est ça. Et on voit bien d'ailleurs dans les tableaux en question que la jambe greffée est noire alors que l'autre est blanc, ce qui prouve bien que c'était bien... Au contraire de la jambe gangrénée. Qui, ouais, elle est grise, pardon, du coup la jambe elle est marron, celle Oui. qui est greffée, et... mais on voit pas la jambe gangrénée sur le truc. Ils auraient pu la remettre sur l'Éthiopien. C'est vrai, c'est pas très cool. On voit pas le reste de l'Éthiopien non plus d'ailleurs. Bon, on peut peut-être douter un petit peu de ce truc-là, parce que les deux, Côme et Damien, là, ils ont été martyrisés en 303, enfin au début du IVe siècle, et puis le mec qu'ils ont sauvé, ça serait à la fin du IVe siècle. Donc après qu'il se soit fait écorcher en place publique, bon... Ouais, c'est moins facile. En règle générale, l'opération, une fois que t'es écorché, Ah, en même temps, tu sais de quoi tu parles, quoi. t'as pas besoin d'avoir un mec qui donne les rayons X. Voilà. Bon, on arrête avec les légendes diverses et variées. Le premier vrai exemple de greffe documentée, elles sont pratiquées au XVIe siècle en Italie, notamment par un certain Gaspare Tagliacozzi. En fait, à l'époque, il y a beaucoup de duels en Italie, donc à la rapière, donc il y a beaucoup de mecs qui se retrouvent avec des bouts de nez en moins, parce que c'est des duels au premier sang. Enfin, voire beaucoup de riches qui se... Oui. Ouais, en l'occurrence. Et donc les riches qui ont un bout de nez en moins, ils sont un peu vénères et ils aimeraient bien se faire réparer ça. Et donc Gaspare, il reprend l'idée de l'Indien, là, c'est de prendre un bout de peau ailleurs et de le mettre sur le nez. Le problème, c'est que si tu coupes juste un bout de peau et que tu le colles sur le nez, le bout de peau il se gangrène et puis si t'as pas de bol, la gangrène elle se répand, donc non, ça ne marche pas. Mais moi, ce que on m'a dit, c'est que si l'impact du duel est plus petit qu'une pièce de 2 euros, tu peux le faire avec juste de la résine spéciale.
Carglass répare, Carglass remplace. Exactement. On n'est pas sponsorisé. Hein. Non. C'était juste pour la blague. Enfin, s'ils veulent, Oui, cela dit, Carglass, si vous nous écoutez, vous pouvez donner au Patreon de podcast. du label Podcut. En tout cas, Gasparet, donc il a compris qu'il fallait pas juste couper un bout de peau sur le cul du type et lui mettre sur le nez. Il fallait, d'une façon ou d'une autre, que la peau soit vascularisée le temps que ça prenne. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il découpe un lambeau de peau sur le bras du patient. Il bloque le bras au niveau de la tête et il colle ce lambeau de peau sur le nez. Et puis, il bloque le bras pendant quelques semaines, le temps que ça prenne, en fait, Ouais. sur le nez. Et une fois donc que la peau du bras a pris sur le nez, il la détache du bras. Et donc, tu te retrouves avec un nouveau-nez et puis un bout de peau en moins sur le bras. Enfin, Bon, ça repousse. voilà. C'est moins chiant. C'est moins relou, voilà. Bon, il n'a pas des résultats incroyables non plus. Hein. Ça ne marche pas à chaque fois, comme beaucoup de mecs qui meurent. Mais il invente comme ça la greffe italienne qui sera utilisée quand même jusqu'à la Première Guerre mondiale pour réparer les gueules cassées. Ah. Comme quoi. Au 19e siècle, la médecine progresse et donc on se met à expérimenter sur des animaux. Tu nous en as parlé. Et en 1837, par exemple, a lieu la première greffe de cornée sur une gazelle. D'accord. Alors. Donc cornet de l'œil, hein, pas cornet sur le... Non, pas de cornée. Non, la cornée de l'œil. Parce que donc la cornée, tu n'as pas besoin de la vasculariser pour la greffer. Donc c'est une greffe. Sur une gazelle, alors c'est fait par un Allemand, je crois, mais bon, qui devait avoir une gazelle sous la main. Oui, bah, je pense qu'on a dû trouver une dans la campagne allemande. Ça doit être ça. Après, est-ce que ça a vraiment marché? C'est quand même difficile de faire passer un test de vie De vision. Alors, à une gazelle. A, E, Z. Bon, en tout cas, 1837, la première fois qu'on le fera sur un humain, il faudra attendre 1905 quand même. Les humains sont un peu peureux quand on leur parle de Maintenant, leurs c'est yeux. un peu un truc de routine, quoi, d'aller voler la cornée des enfants du tiers-monde pour... Pour la mettre sur des riches, possible. Alors, je Non, crois- maintenant on la retaille la cornée. Moi, je me suis fait opérer des yeux. En 1883, Théodore Kocher, un Allemand lui aussi, qui s'est spécialisé dans les opérations sur la thyroïde. Attends, je dis qu'il est allemand, je ne suis pas sûr, c'est pas très grave. Transplante des tissus thyroïdiens d'un patient sain à un patient atteint de goitre. Parce qu'en fait, donc il étudie beaucoup les mecs qui sont atteints de goitre. Il se rend compte que c'est un rapport avec la thyroïde. Donc il leur enlève la thyroïde. Qu'est-ce qu'il devient, d'ailleurs, Édouard Balladur? Alors, attention, le goitre... le goitre... Médicalement, c'est pas la même chose. Non, c'est beaucoup plus impressionnant parce que c'est vraiment très gros. Le problème, c'est que quand tu enlèves la thyroïde de quelqu'un, notamment de quelqu'un qui est jeune, qui est atteint d'un goitre jeune, il a de fortes chances de développer du crétinisme. Un retard mental, donc. Parce que, en fait, la thyroïde, ça sert à quelque chose. Mais comment est-ce qu'on pourrait mesurer ce retard mental? On est en 1883, ils ont déjà commencé leur truc. Ils ont déjà commencé, puisque Binet, c'est en 1905. Donc là, on doit être au moment où on commence à se dire que l'intelligence est liée à la taille des bras. À la taille du goitre, en l'occurrence. Donc, il se dit qu'il faut faire autre chose. Il ne faut pas juste enlever la thyroïde, et donc il transplante de la thyroïde d'un mec à un autre. Ça marche. Alors, pas hyper bien au début, notamment parce qu'il n'a aucune idée du système immunitaire, donc ça marche quand les gens sont compatibles, mais ça, c'est un petit peu Mais de la lance le roulette, dé, quoi. Ouais, c'est ça. Mais de temps en temps, ça marche. Ok, cool. On progresse. Il va quand même obtenir un prix Nobel en 1909, Kocher, pour ses travaux sur la thyroïde. Ouais, je l'ai pas dit, notre ami Briou Konenko, il a eu alors, il n'a pas eu un prix Nobel, il a eu un prix Lénine. Oui, mais ça, on se donne facilement, non Bon, il y en a un par an, quoi, je crois. Il Ah, a eu ouais. un titre posthume. Toujours est-il, l'idée qu'on peut remplacer un organe défaillant par un autre, ça commence à se répandre. Et donc, on redouble les expériences sur les animaux, malheureusement pour eux. En 1902, Emmerich Ullmann réussit la première autotransplantation d'un rein sur un chien. Donc, autotransplantation, ça veut dire que ça vient du même organisme. Oui. Donc, ça implique, c'est qu'il a enlevé le rein d'un chien et qu'il lui a remis après. D'accord. Le chien a survécu. Pas En de se très longtemps. demandant Un peu pourquoi on lui a fait. à quoi ça sert. Alors, il a survécu 5 jours. Bon, c'est pas fou. Non, Mais c'est déjà ça. Parce que sans rein, voilà. la vie ne vaut plus rien. Il va continuer dans les expérimentations sur le rein. Il va essayer d'implanter un rein de chèvre dans un chien.
D'accord. Ça ne marche pas. Ça y est, on ouvre la porte, hein, n'importe quoi. Il faut tenter des trucs. Par remarque, quand tu sais pas, quand Ouais, c'est jamais. tu tentes, hein, c'est Voilà. comme ça qu'on apprend. Et un rein de cochon dans un homme, ça ne fonctionne pas non plus. Bon, donc du coup, après l'opération sur l'homme, il décide, raisonnablement, de se retirer du monde de la transplantation rénale. Il arrête. Et de se mettre à la couture. Voilà. Alors, justement, l'un des problèmes de la réussite de ces opérations, c'est la vascularisation des organes transplantés. Parce qu'à l'époque, on n'est pas très bon là-dessus. Sur un bout de peau, ça se fait un petit peu tout seul, mais sur un rein, non. Il faut le faire soi-même, quoi. C'est quand même des vaisseaux un petit peu plus importants. Il faut connecter les tubes. Voilà. Et on ne sait pas très bien faire ça. Heureusement, arrive dans la partie notre premier docteur zinzin, Alexis Carrel. Alors, Alexis Carrel, français. En 1894, alors qu'il est encore étudiant à la faculté de médecine de Lyon, le président de la République de l'époque, Sadi Carnot, se fait poignarder et meurt quelques heures plus tard parce que ces médecins n'arrivent pas à recoudre la veine porte, en l'occurrence, qui a été percée. Carrel, lui, est persuadé qu'on aurait pu le sauver et donc il décide de consacrer sa vie à ça. À sauver Sadi Carnot. Non, à la chirurgie vasculaire. Parce qu'il veut pas que la France perde un autre président et tout, c'est important quand même, ils sont quand même poignardés assez souvent, donc voilà. Du coup, en parallèle de ses études de médecine donc à Lyon, et de ses recherches après, parce qu'il va continuer après à être diplômé, il va se faire engager chez une brodeuse de Lyon. Lyon, c'était une capitale du textile à une époque. Et il apprend, avec cette brodeuse, à faire des nœuds de plus en plus fins, de plus en plus rapidement, et puis il apprend tout un tas de nœuds différents. Et il va développer, grâce à ça, des techniques pour relier les vaisseaux entre eux, les vaisseaux et les artères. Problème, en 1902, il s'exile au Canada pour une vague histoire de guérison miraculeuse à Lourdes. Lui, il est un petit peu mystique, on va dire. Oui. Et il va soutenir Mordicus que oui, les eaux de Lourdes ont sauvé une tuberculeuse qui était à 2 doigts de mourir. L'Académie de médecine française dit bah non, tu es relou. Non, ce n'est pas vrai. Voilà, ce n'est pas possible. Et Fake puis, news. on est en 1902. À l'époque, l'Église n'est pas en odeur de sainteté en France. Donc, il s'exile, il va au Canada. Au Canada, il essaye d'appliquer ses techniques de broderie à la transplantation rénale. Donc, il essaye lui aussi de mettre des reins de cochon ou de chèvre dans des femmes, cette fois-ci, qui sont atteintes d'insuffisance rénale, pas juste des femmes qui prennent au hasard. Bon, elles meurent toutes en quelques jours. Mais il fait des progrès quand même sur le coup. Et puis, on en entend parler un petit peu de ses expériences. Du coup, en 1906, il est invité à New York pour intégrer l'Institut Rockefeller, qui est un peu à la pointe de la recherche à l'époque. Et il va y passer la plus grande partie de sa carrière d'ailleurs. Là, il continue à expérimenter sur des animaux et il va réussir la première autotransplantation rénale fonctionnelle sur une chienne. D'accord. Donc elle a survécu cette fois-ci. Mais donc, à nouveau, ça veut dire qu'il lui a enlevé le rein avant de lui le mettre. Mais bon, au moins, il lui a remis, elle a survécu. Oui. Il ne va pas y en avoir beaucoup qui vont survivre. Après, il va essayer avec d'autres organes, du coup, puisqu'il a réussi avec Toujours le rein. la même chienne. Alors, je ne sais pas. Non, je pense qu'il y en a beaucoup, malheureusement, qui sont morts dans cette histoire. Avec des résultats un petit peu plus mitigés, notamment parce qu'il ne les remet pas forcément à la bonne place. Parce qu'autant le rein, c'est assez facile d'accès, autant il y en a d'autres, c'est facile de les enlever, mais alors pour les remettre, c'est galère. Du coup, il va essayer de mettre le cœur des chats dans leur cou, ou des chiens. Ça ne marche pas. Ils meurent assez vite. Spoiler, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça. En 1908... Et si vous connaissez des gens qui font ça chez eux, prenez la police, c'est pas normal. Gardez un petit œil critique sur leur vie. Voilà. En 1908, il va un peu plus loin en tentant la première transplantation de tête sur un chien, enfin sur deux en l'occurrence, puisque donc il prend la tête d'un chien et il la colle sur un autre. Donc il crée le premier chien à 2 têtes, qui ne survit que quelques heures. Donc c'est 2/3 de Cerbère. Ouais. Alors, cela dit, il fait c'est une greffe. Le chien meurt en entier ou juste la tête en plus?
Alors d'abord, enfin, en fait, ils euthanasient les deux parce que ils se rendent compte que c'est un petit peu trop crade. c'est vraiment trop dégueulasse. Alors, c'est une transplantation parce que il relie les veines, les vaisseaux et les artères, mais il essaye pas de relier Les nerfs. les nerfs, ouais. Bon, ça marche pas de ouf. Donc, puisque après 2-3 heures, il est obligé d'anesthésier tout ça, mais ça l'arrête pas. Il va continuer à expérimenter sur la chirurgie vasculaire et la chirurgie cardiaque notamment, et il va obtenir un prix Nobel de médecine en 1912 quand même, parce que c'est un type important. Bon, après, ça se dégrade un peu, parce qu'il est persuadé que les cellules sont immortelles, donc il fait des expériences là-dessus. Notamment, il arrive à maintenir... Spoiler alerte. Non. Non. Mais il arrive, enfin, selon lui, à maintenir en vie un cœur de poulet pendant 30 ans. Ah. Alors, c'est ce que la première... Quand tu lis sur Alexis Carrel, tu dis un cœur de poulet pendant 30 ans. En fait, c'est des tissus d'un embryon de poulet, des tissus cardiaques d'un embryon de poulet. Donc en soi, peut-être même des cellules souches. Qu'il a mis en culture dans une boîte de pétri et qui nourrit régulièrement en remettant de la nourriture dans la boîte de pétri. Les gens qui ont critiqué un petit peu cette expérience ont notamment critiqué son protocole expérimental pour nourrir la boîte de pétri. Parce qu'ils disent, mais s'il a remis d'autres cellules, comme il n'avait aucun moyen de vérifier que c'était bien les cellules de poulet voilà, à l'origine, en fait, ça se trouve, il a cultivé n'importe quoi pendant 30 ans. Quoi. Oui, et puis ça se trouve, les cellules, elles se mitosent, elles se dédoublent, t'en as qui meurent, t'en as qui restent. Ouais, ça prouve pas qu'une cellule est immortelle, en tout cas. Oui, et puis c'est pas la même. Encore une fois, n'allez pas voir la vidéo. Mais il y a des vidéos de cœurs de chien qui battent tout seuls en noir et blanc, voilà. en dehors de tout corps. Voilà, bon. Donc ça a fait parler un petit peu son histoire parce que effectivement, quand t'es là, waouh, un cœur de poulet qui bat pendant 30 ans, bon, voilà. Il ne bat pas non plus parce que c'est juste une culture dans une boîte de pétri. Le problème, c'est que ça le persuade que l'humain peut vaincre la mort s'il reste pur. Et là, tu vois un peu où on va en venir. On est dans les années 30. Il devient défenseur de l'eugénisme. Il se lie d'amitié avec Charles Lindbergh et Henry Ford, deux principaux défenseurs du nazisme aux États-Unis. Donc, il devient nazi et il rentre en France un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Il intègre un parti politique pro-nazi et il devient collaborationniste, forcément, après. Et il se fait nommer par Pétain à la tête de la Fondation française pour l'étude des problèmes humains. Dont on peut peut-être entrevoir que ces problèmes humains sont pas complètement que liés à la médecine. Non, alors cela dit, cette fondation, on lui doit la médecine du travail. Elle n'a pas fait que des trucs... Parce qu'il y a un peu de tout. Et la fête des mères. Il y a un truc à la con comme ça aussi. Non mais c'est typique de Pétain, quoi. Ouais. Pétain, il a fait la fête des mères, quand même. Ouais, puis il a pas que de mauvais côté. Il a pas fait un embryon de sécu aussi, ou un truc comme ça? Peut-être, oui. Enfin bon. Bref, toujours est-il, grâce à ces recherches, donc on a vachement progressé en chirurgie vasculaire, et puis on a identifié un des principaux problèmes de la transplantation, le rejet. Oui. Parce qu'on n'est pas encore très fort en immunologie. C'est aussi le problème de ma vie. Enfin bref. On n'est pas encore très fort en immunologie, mais on s'est rendu compte, notamment grâce à Carrel, que si les patients chez qui la transplantation a eu l'air de marcher, s'ils meurent au maximum au bout de 30 jours, c'est parce que le corps attaque l'organe transplanté. Donc on va continuer à expérimenter. Hein ? Bah oui. En 1926, par exemple, alors là, on expérimente sur un peu tout le monde, mais surtout, on commence à se dire que ça peut marcher. Parce que donc, en 1926, la greffe de peau, ça marche un peu. La greffe de thyroïde, pas mal. On a fait des greffes de cornée et tout. Ok, donc c'est cool. On se dit qu'on peut faire des transplantations importantes. Le monde est notre huître. Ouais. Donc, en 1926, en Serbie, un médecin russe va faire la première transplantation de testicules. Parce que c'est important. En l'occurrence, le donneur, c'est un meurtrier qui était condamné à mort, qui a vu sa peine commuée à 20 ans de prison. Et le receveur, alors... Il s'est dit, bon, je suis en prison, a priori. Oui, que j'ai une couille en moins, c'est pas très grave. Le receveur, selon le médecin a dit au donneur que le receveur était un brillant médecin qui allait mourir si on lui donnait pas une nouvelle couille. Bon. Le receveur et le donneur ont survécu, mais le médecin a été attaqué en justice pour avoir menti au donneur.
Et on ne sait pas, enfin moi j'ai pas réussi à trouver en tout cas, si le receveur avait été possédé par sa couille de criminel ou s'il avait donné naissance après à un serial killer ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, c'est un bon pitch, Oui, j'ai trouvé. la couille qui tue. Ouais, c'est ça. C'est plus ou moins le pitch de la main qui tue, non Je crois, oui. Ouais, c'est ça. Bref, c'est là qu'on a un nouveau docteur qui entre en scène et qui va révolutionner le domaine. J'ai nommé Vladimir Demikov. Alors Vladimir est né en 1916 dans une famille de paysans russes, a priori assez pauvres. Son père est tué pendant la guerre civile russe, et donc il est élevé seul avec son frère et sa sœur par sa mère. Mais grâce au régime communiste, il peut aller à l'école. Et il se trouve qu'il est assez brillant. À 13 ans, après avoir vu un mécanicien réparer une voiture, il a l'idée qu'un être vivant défectueux peut être réparé en changeant une pièce, enfin la pièce défectueuse en Oui. l'occurrence, comme une voiture. Et donc pour vérifier, en rentrant chez lui, il prend un couteau de cuisine et il commence à découper le chiot de la maison. Sa mère l'arrête avant que des dégâts trop importants aient lieu, mais c'est toujours rassurant quand ton adolescent veut découper ton Oui. animal de compagnie. Exactement. Quand... Tout va bien. On parlera peut-être aussi. J'ai toujours pas lu le bouquin sur le psychopathe test. Ouais. Oui, c'est un des signes. À 15 ans, il devient mécanicien, donc, pour étudier un petit peu plus la réparation par changement de pièces défectueuses. Dans une usine de tracteurs, en l'occurrence, bon. Toujours est-il, ça renforce sa conviction. À 18 ans, il rentre à la faculté de biologie de Voronezh. Bon, c'est un bled au milieu de la Voronezh, Russie, oui. mais il y a une faculté de biologie quand même. Et 3 ans plus tard, alors qu'il n'est pas encore diplômé, il va inventer le premier cœur artificiel qu'il implante dans un chien, à qui donc il a retiré le cœur d'origine. Hein. Oui. Et le chien survit grâce à son cœur artificiel, jusqu'à ce qu'on le débranche, quoi. Mais il survit pendant quelques heures. D'accord. C'est un exploit en soi. Oui. Et d'ailleurs, ça fait parler dans le monde universitaire russe, ça fait parler, et il est transféré à l'université d'État de Moscou. J'ai vu un schéma de son truc, c'est rudimentaire, et vu que c'est un peu fait en bois et tout, machin, alors il arrive à faire le truc assez petit quand même, qui a la taille d'un cœur de chien. Mhm. Mais c'est quand même branché à l'extérieur. Ouais, c'est branché à l'extérieur. Donc, Donc en fait, c'est un peu un perfectionnement de la machine de Bryukhanenko. c'est possible, ouais. Sauf qu'il n'y a pas les poumons, c'est juste seulement le cœur. D'accord. Enfin, c'est vraiment une pompe, quoi. C'est vraiment le côté De où toute tu as façon, 2 ventricules et tout. De toute façon, le cœur, c'est... Oui, c'est une pompe. En fait, si tu parles à des biologistes, la plupart vont te dire que le cœur, si tu veux faire des organes artificiels un jour, Mhm. le cœur, c'est pratiquement le plus simple. Bah ouais, la preuve, le premier en 1900. Parce que, en fait, le cœur, c'est juste une pompe. Il n'y a pas de fonction biologique, de complexité, d'hormones et de choses comme ça. Mhm. Alors, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi simple qu'une pompe, mais c'est que mécanique. En tout cas, donc, premier petit exploit de Vladimir. À Moscou, alors petit détail amusant, pour s'inscrire à la faculté de Moscou, il est censé donner une photo de lui en costard-cravate, avec une chemise blanche. Et il se trouve qu'il n'a pas ni costard, ni cravate, ni chemise blanche. Donc il prend une photo de lui normale et il va dessiner le costard et tout. Il y a la photo, vous pouvez la trouver sur Wikipédia, c'est marrant. Mais faites attention aux autres photos. Voilà, ne regardez que celle-là. Ouais, quand je dis sur le cas artificiel, là, le chien a survécu pendant quelques heures, mais enfin, son cerveau n'a pas été alimenté pendant 20 minutes. Donc, Oui. survie, bon, plus ou moins. Bref. Il est diplômé en 1940 et, bon, comme un petit peu tout le monde à l'époque, il intègre l'armée rouge. Cela dit, il l'intègre en tant que pathologiste et expert médico-légal. Ce qui est un poste un peu plus sympa que porteur de balles, parce que c'est ton pote qui a le fusil. Voilà, tout à fait. Et puis pour lui, c'est bien, parce que du coup, les cadavres, ils arrivent déjà ouverts. Ou en tout cas, il a le droit de les ouvrir, quoi. Oui. Personne ne le regarde bizarrement. Donc, il passe la guerre comme ça, il va être décoré, c'est cool. En 1947, il retourne à l'université de Moscou et il recommence à expérimenter sur des animaux, en l'occurrence des chiens et des chats. Première contribution à la science de cette époque, il établit que le cœur, après une transplantation, doit obligatoirement être placé dans la cage thoracique pour être fonctionnel. Parce qu'il est catégorique, mettre un cœur dans l'aine d'un chat ou dans son cou, ça ne sert à rien. Ça ne marche pas. Dans la jambe, non plus. Non plus. J'ai essayé. Il a tout essayé, ça marche pas, il faut le remettre à l'endroit où il est censé être.
C'est un progrès. Ouais. Ça fait avancer la science. Conséquence, en 1951, il effectue la première transplantation cardiaque orthotopique, donc au bon endroit, sur un animal à sang chaud de l'histoire, D'accord. De cœur. de cœur. Sur un chien, en l'occurrence, qui a survécu quelques heures. Bon, encore une fois, qui n'a pas été alimenté pendant 20 minutes, mais Oui. voilà. C'est d'autant plus remarquable qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, il n'a pas... Alors, les anesthésiants, ouais, plus ou moins. Il n'a pas d'anticoagulant, il n'a pas de microscope, il n'a pas d'instruments spécifiques. Enfin, il a les instruments de l'époque, quoi, mais voilà. Et qu'il n'a pas de machine cœur-poumon pour maintenir le chien en vie. Mais en fait, il se trouve que Vladimir, il est hyper rapide, il est hyper doué de ses mains. D'accord. Donc, il le fait ça hyper vite. Bref, dans la foulée, en 1953, il va inventer le pontage coronarien, en expérimentant sur des chiens, toujours, qui cette fois-ci survivent. Pour le coup, vraiment, il y en a un qui a survécu 7 ans. Oui, c'est une technique qui marche. Alors, qui est, cela dit, on a dû attendre les années 60 avant qu'on essaye sur des humains. Parce qu'on se... Bah oui, on se dit, tiens, ça vient des Russes. Alors, dans les années 60, les premiers, c'est des Russes qui le Oui. font. Mais même les Russes, en fait, quand ils... Parce que, vous allez voir ce qui se passe l'année suivante, ils commencent à douter un petit peu de Vladimir. Parce que, en 1954, Vladimir Demikov, il va passer d'expérimentateur qui fait avancer la science à vraiment docteur chelou. C'est là où les âmes sensibles, si vous voulez sauter jusqu'au prochain chapitre, vous allez rater 2 minutes, mais voilà. Bon. En fait, il va reprendre les expériences d'Alexis Carrel et tenter de créer un chien à 2 têtes. Sauf que, cette fois-ci, pour que ça ait plus de chances de réussir, il va pas prendre juste la tête. Il va prendre la partie antérieure du chien. Enfin, donc le chien donneur, qui est un petit chien, taille Jack Russell. Il va le couper, en gros, juste derrière les pattes antérieures. Et il va l'implanter sur le dos d'un chien un peu plus gros, type berger, quoi. D'accord. Donc relié vasculairement. Encore une fois, c'est que une question vasculaire. Il n'y a pas Oui. il tente De pas nerfs. de nerfs. Ouais. Et donc, il crée ainsi des chiens à 2 têtes et à 6 pattes, puisqu'il reste les pattes avant Oui. du chien donneur. Alors, les premiers ne survivent que quelques heures. Mais alors, si je dis les premiers, c'est qu'il va le refaire. Oui. Et il va en faire pas mal. Et en perfectionnant cette technique, notamment en enlevant la partie postérieure du chien donneur qu'après avoir relié la partie antérieure au chien receveur, il va réussir à faire survivre ses créations jusqu'à 30 jours. Après quoi, il y a un rejet et donc il meurt. Ça doit être assez sympatoche, le labo. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est Alors, dans le labo, enfin dans la faculté où il a fait ça, il y a un chien à 2 têtes empaillé. Il existe aussi des vidéos que je n'ai pas regardées parce que tu m'as prévenu avant, regarde pas les vidéos de Russes. J'ai vu des photos. Déjà, les photos, c'est chelou, donc ne regardez pas. Mais le fait est que la tête greffée, donc la deuxième tête, est capable de réagir. Il suit les oreilles, les yeux, tout ça, et même de laper quand on lui amène du lait ou de l'eau. Je sais pas si tu as vu le film Reanimator, Non, mais non. qui est un film... Ah, un vrai film de fiction, tu vois. Oui, Ah, oui. un film de fiction Lovecraftienne, je crois. Mhm. Et où pareil, ils inventent une sorte de sérum qui rend la vie, mais qui rend la vie à des organes, par exemple. Ah, juste à l'organe. Ouais, à un moment, il greffe un bras sur un mollet, et ça fait une sorte de bestiole qui se balade en crabe dans le labo. Enfin, c'est un petit peu débile comme film, mais Bah. c'est les films d'horreur des années 80. Quoi. Bah ça aussi, on peut dire que c'est un petit peu débile quand même de faire des chiens à 2 têtes. Et d'ailleurs, les autorités soviétiques, même si elles sont contentes d'avoir des scientifiques qui essayent. font avancer la science, elles trouvent quand même que c'est dégueulasse et qu'il faut pas faire ça. C'est pas très éthique. Mais il est sauvé du goulag grâce au directeur de l'Institut de chirurgie où il travaille, qui l'aime bien, et grâce à son cousin qui est général de l'état-major. Ça aide. Bon, il se trouve aussi que... Son cousin qui devait être aussi du coup fils de paysan. Bah ouais, mais bon, la Russie communiste, t'avances vite si t'es bon. L'ascenseur social. Voilà. En l'occurrence, son cousin, c'est un général célèbre. Oui, j'ai pas noté son nom, mais tu vois les photos, il a l'air vénère, il a l'air bien comme général. Il fait plus général que médecin. Ouais. Bon, comme on est en pleine guerre froide, parce qu'on est dans les années 50, les expériences de Demikov, pour l'instant, elles sont cantonnées à la Russie. En dehors de la Russie, on n'en entend pas beaucoup parler. Et comme le ministère de la Santé trouve que c'est un petit peu dégueu, on n'entend pas beaucoup parler, même en Russie.
D'ailleurs, au même moment, en 1954, aux États-Unis, Joseph Murray, il va réussir la première transplantation de rein totalement fonctionnelle entre deux jumeaux homozygotes. En fait, il n'y a pas de rejet puisqu'ils sont homozygotes, ils ont le même... Donc homozygotes, c'est les vrais jumeaux. Oui. Il y en a un des deux qui avait une déficience rénale, et il lui a implanté le rein de l'autre. Ils ont survécu plusieurs années, les deux. C'est cool, mais comme on n'a toujours pas résolu le problème du rejet, on n'avance pas. Ça patine vachement aux États-Unis. Et donc, quand en 1958, et puis on n'est pas très bon en chirurgie cardiaque de manière générale, quand en 1958, Vladimir Demikov il participe à un congrès de médecine à Leipzig, en Allemagne de l'Est, et qui fait des démonstrations de transplantation cardiaque sur les chiens, et que ça marche, parce qu'il y a une photo où tu le vois opérer, il n'y a même pas de machine cœur-poumon à côté. C'est-à-dire qu'il fait ça tellement vite que le chien survit. C'est du bonneto, quoi. Ouais, limite. Le chien survit. Alors non, c'est des autotransplantations. Donc il enlève le cœur, il montre, regardez, c'est un cœur, pouf, il le remet, et pouf, il réveille le chien, et le chien... Il y a des fois aussi où il met un deuxième cœur dans les chiens. Bon, pas trop pourquoi ça, mais... voilà. Tu me fends le cœur. Toujours est-il, donc, quand il fait ses démonstrations, et surtout quand il dévoile une vidéo de Cerbère, un de ses chiens à deux têtes, qui donc a survécu à l'opération, et t'as les deux têtes qui regardent à des endroits différents. C'est un peu l'émoi à l'Ouest. On se souvient de la vidéo de 1940 de ton Brio Konenko. Brio Konenko, ouais. Brio Konenko. Qui semblerait-il était fausse, cela dit. Enfin, où il y a eu des doutes sur le fait que c'était un peu machin. Donc on se dit, ouais, c'est la même chose. C'est une fausse vidéo, donc on la dépiote image par image et tout, machin. Sauf que l'année d'après, en 1959, Demikov, il est autorisé par les autorités soviétiques à participer à un congrès international de chirurgie à Munich, donc en Allemagne de l'Ouest cette fois-ci. Et là, à nouveau, il fait des démonstrations, et bien là, il n'y a plus de doute. C'est que c'est vrai son truc. Il le fait vraiment, il a réussi. Et donc les Américains, ils sont là, putain, ils ont encore gagné une course scientifique, parce que Sputnik, c'est 1957. On est au moment de la guerre froide où, bon, en dehors des guerres par proxy, il y a... une sorte de guerre de prestige scientifique. Voilà. Sur lequel l'argent a un peu moins d'influence à ce moment-là. Et donc, les Russes sont plutôt bons. Et donc, les Américains sont catastrophés. Ils sont là à se dire, putain, le mec va réussir à faire une transplantation cardiaque avant nous. C'est pas possible, quoi. Donc, il faut qu'on redouble de trucs. Sauf qu'on a toujours le problème d'urgence. Bon, bah, ça, on verra un peu plus tard. Oui, qu'on fait pas d'autotransplantation cardiaque... Sur des humains pour le plaisir, non. Ça, non, on s'arrête là. En 59 aussi, il y a un journaliste de Life Magazine qui vient assister à une opération de greffe de tête de chien, donc une création de chien de tête, c'est la 12e. Donc, voilà. Dans le laboratoire de Demikov à Moscou. Et donc là, il écrit noir sur blanc. Genre, ouais, c'est vrai, j'étais là, il publie des photos et tout, machin. Bon. Et les Américains, c'est à ce moment-là qu'ils se disent, putain, mais les mecs, ils sont en train de créer des super soldats et des soldats zombies et tout. Ils vont créer des soldats communistes à deux cœurs qui sont impossibles à tuer. Genre, c'est la merde. Mais en fait, il y a un autre chirurgien visionnaire qui était à Munich et qui a vu tout ça. Un Sud-Africain, Christian Barnard. Lui, il trouve que c'est super ce que fait Demikov. Alors, en rentrant en Afrique du Sud, il s'essaye au chien de tête. Bon, ça marche pas. Il est pas si bon que ça. Il fait trop chaud. Ça doit être ça. Mais surtout qu'il a juste... Enfin, il n'a pas étudié avec Demikov. Il a juste vu le résultat des opérations. Donc, en fait, il fait une demande officielle au ministère de la Santé soviétique pour venir dans le labo de Demikov. Il vient d'Afrique du Sud. Les soviétiques savent pas trop, mais ils refusent. Donc, Barnard, il y va comme touriste à Moscou. Et par hasard, il se retrouve dans le labo de Demikov. Et puis, ils se mettent à parler de transplantation cardiaque, quoi. Donc, il étudie un petit peu avec Demikov comme ça. Il va venir 2 fois à Moscou comme touriste. Et en 1967, en Afrique du Sud, il va réaliser la première transplantation cardiaque sur des humains. Qui, alors, marche le récepteur, non. J'ai perdu le mot. Enfin, bon, la personne qui reçoit le nouveau cœur va survivre 18 jours. D'accord. Ce qui est déjà pas mal. Après, il y a rejet, en fait, parce qu'on est toujours en... Oui, on sait toujours pas pourquoi... Alors, dans les années 60, si, on a compris pourquoi, mais on ne sait pas encore comment l'empêcher. Au début, on fait de l'irradiation. C'est-à-dire qu'on irradie l'organe transplanté au rayon X pour buter les anticorps
de façon à ce que l'organisme receveur ne voit pas d'anticorps différents et donc n'attaque pas l'organe. Alors ça marche pas hyper bien, mais dans les années 60, on découvre en fait les médicaments immunosuppresseurs et on commence à expérimenter dessus et c'est ça qui va permettre la transplantation un petit peu plus tard. Bon, quant à Vladimir Demikov, il a un peu des problèmes quand il revient de Munich parce que les autorités soviétiques sont là genre mais attends, t'as donné des secrets à l'Ouest et tout, t'es un traître, machin. Donc de nouveau, cousin de général de cousin, pardon, pour le sauver. Et il va publier ses recherches en 1960 dans un bouquin qui va être traduit dans plein de langues et tout, qui est un peu le premier gros bouquin sur la transplantation cardiaque. Et en 63, il va enfin obtenir son doctorat, parce que jusqu'à présent, il n'était pas docteur, en biologie, parce qu'on lui refuse celui de médecine. En biologie canine. Si nos amis qui ont étudié les chiens nous entendent. Oui. Et il va continuer ses recherches, alors des recherches un petit peu plus conventionnelles, jusqu'à sa retraite en 1986. Enfin, cela dit, il paraît qu'il a créé la première collection d'organes en dehors du corps. Donc, alors je suis pas allé chercher jusque-là. Enfin, officiel, en dehors de... Oui. Bref. Dans les années 60, donc, les Américains reprennent la main grâce aux médicaments immunosuppresseurs qui vont régler petit à petit le problème du rejet. Et c'est en Amérique qu'on va trouver notre dernier Dr Maboul, en l'occurrence Robert White. Alors Robert White, en 65, il s'essaye aussi à aller au chien de tête. Et il va même un petit peu plus loin parce qu'il va transplanter le cerveau uniquement d'un chien dans le cou d'un autre chien. Donc là, cette fois-ci, il fait un chien à 2 cerveaux qui ne survit pas. Parce que voilà, ça sert à rien. Et puis, il est moins bon que Demikov pour faire ça. Et puis, en 1970, comme là, les immunosuppresseurs, ça commence à bien marcher, et puis qu'on a des machines cœur-poumon et tout ça, il se dit, allez, il faut passer à l'étape supérieure, on va transplanter une tête entière. Mais vraiment que la tête cette fois-ci, et pas sur un chien, sur des singes. Donc il va prendre 2 singes, et il va couper leur tête, et puis il va placer la tête de l'un sur l'autre. Il fait les deux ou... Alors je ne sais pas s'il échange les têtes, ou si... Bon, je pense qu'il en fait que sur un quand même, parce que ça prend un peu de temps. Le singe obtenu, parce qu'il va le faire plusieurs fois hein, quand même, ont une activité cérébrale, c'est-à-dire que ils ont des réflexes. Si tu leur ramènes du jus de citron, ils ont un réflexe, tout comme ça. Mais ils meurent tous au bout de quelques heures, officiellement à cause d'une overdose d'immunosuppresseurs, parce que ils blindent de trucs les mecs. Et puis bon, est-ce qu'ils étaient vraiment en vie? C'est un peu comme avec beaucoup d'expériences dont on a parlé, comme les cerveaux n'ont pas été alimentés pendant beaucoup plus que 5 minutes. Oui, ils ont des réflexes, mais... Oui, c'est ça. Est-ce qu'on appelle ça la vie? C'est dur à dire. Voilà. Malgré l'accueil un peu mitigé de la communauté scientifique, hein, qui le traite de barbare quand même, il va continuer ses recherches sans singe. Mais il va continuer avec son idée de transplantation de tête. Et dans les années 90, il va proposer à Stephen Hawking et à Christopher Reeves de transplanter leur tête sur un autre corps, plus fonctionnel. En fait, c'est le mec qui a inventé Futurama. Un peu. Alors, Stephen Hawking et Christopher Reeve ont refusé, pour des raisons qui leur appartiennent. Toujours est-il, depuis les années 80, avec les progrès des instruments et des immunosuppresseurs, comme je l'ai dit au début, des transplantations et des greffes, on en fait plein. Maintenant, on transplante des visages, des cœurs, plein de trucs. Mais il restait une dernière étape à franchir pour faire mieux qu'Isis. Et puis, pour réaliser le rêve de James Whale dans La fiancée de Frankenstein en 1935 et Mel Brooks dans Frankenstein Jr., dont je parlais au début, en 1974, la greffe de tub. Parce qu'on n'avait pas encore essayé. C'est chose faite en 2006, en Chine, même si le premier receveur a demandé l'ablation du greffon 14 jours après l'opération. Ça doit être trop bizarre, je suppose. Peut-être. D'avoir une bite qui n'est pas la tienne. Voilà. Enfin, une bite qui n'est pas la tienne, à la place de la tienne. Oui. Sinon, bon. Sinon, c'est ton choix. Mais... Voilà. Donc, la greffe, ça marche. Bah oui, ça nous permet d'avancer vers la création de créatures dites de Frankenstein. Voilà. Ok, donc là, on est à peu près bon, j'ai l'impression, sur le mythe de Frankenstein et sur les exemples réels. Ouais. Alors, je sais pas toi, mais moi, ça m'a pris un peu de temps. Oui, moi, je n'ai pas eu le temps de regarder l'épisode. Voilà, mais c'est un peu mon problème aussi. C'est que
Du coup, on n'a pas vraiment eu le temps de regarder l'épisode. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on refasse un petit épisode de Dr. What the Fuck pour vous parler cette fois de l'épisode. Vraiment, voilà, tout Voilà. à fait. Donc à la prochaine fois. À la prochaine fois. Comme vous vous en êtes sans doute rendu compte, cet épisode de Dr. Watt n'était pas tout à fait un épisode comme les autres. Bon, déjà parce que les voix ne correspondaient pas tout à fait, mais aussi parce que la 13e saison, elle ne sera, à mon avis, pas abordée avant 2028, le 17 août, je crois. Enfin bref, c'était l'équipe de la confiture qui vous a proposé une version revue et un peu décalée de Dr. Watt. La confiture est un podcast du label Podcut, tout comme Dr. Watt. Et si vous voulez nous soutenir, nous écouter, laissez-nous des avis positifs sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi contribuer au Patreon du label pour nous permettre de développer ce genre de projet. Et j'espère vous retrouver bientôt.